mais c'est aussi parfois les mensonges orchestrés de toutes pièces par des industries pharmaceutiques. Et c'est pour ça que j'en profite pour vous le dire, quoi. Il y a des grands scandales qui écœurent tout le monde et qui sont des scandales thérapeutiques monstrueux. Je pense au Vioxx, par exemple, vous avez entendu parler de ça, la Complia, qui a été retirée très rapidement du marché, surtout le Mediator, qui a même fait l'objet d'un film très récemment sur le lanceur d'alerte Irène Frachon, qui avait dénoncé les méfaits du Benfluorex, la substance là, et ce qui voit servir un énorme procès qu'ils essaient de contourner par plein de façons différentes. Mais ces gens-là mentent en quelque sorte sur l'information qu'ils délivrent aux patients. Et donc à partir du moment où ils mentent et ils déforment l'information, nous, ça nous intéresse, quoi. On est dans de la de la pseudo-prétention, quoi. Voilà. Après, vous avez la gamme des pseudo-psychologies. Alors pareil, bon, il y a des photos qui ont sauté. Alors bon, bah, tant pis, vous n'aurez pas mon erreur de la journée, puisque c'était une des photos que j'ai mises là, je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Alors, il y a Sigmund Freud, les pseudo-psychologies, c'est-à-dire des prétentions de type psychologique ou des cadres théoriques qui ne tiennent pas la route. Alors il y a 10 ans, j'aurais dit ça, je disais ça et je choquais. Maintenant, je pense que tout le monde commence à comprendre, même s'il y a quelques résistances, même ici dans les labos de psycho, mais l'héritage freudien est fallacieux et abandonné partout dans le monde, sauf en France quasiment, et en Argentine aussi. Même certaines mauvaises langues disent que ce qui est bon chez Freud n'est pas de Freud, et ce qui est de Freud n'est pas bon. En fait, l'héritage freudien, l'étiologie sexuelle des névroses et toutes les théories derrière le complexe d'Oedipe, etc., non seulement ça ne tient pas, mais en plus, c'est pas sourcé. Et d'ailleurs, je pourrais vous donner des exemples, notamment sur le complexe d'Oedipe, comment c'est né. C'est assez spectaculaire de se rendre compte comment Sigmund Freud a inventé ça. Et comment ensuite, Freud lui-même a construit son mythe. Donc, ce sont des personnages qui ont construit des mythes et construit des édifices comme ça, qui ont pris place, jusque même dans nos programmes de terminale. Je pense qu'encore maintenant, en terminale, on a encore des contenus sur l'inconscient freudien et quelques versions comme Grodeck ou autre, quoi. Cyril Burt, c'est un autre cas. Alors c'était là la bêtise, j'avais mis à la place de la photo de Cyril Burt, j'avais mis une photo de Benny Hill pour voir si vous la repériez. Donc vous la verrez pas puisqu'elle apparaît pas. Tant pis pour ma blague pourrie. Cyril Burt, c'est un gars qui disait qu'il y avait une hérédité de l'intelligence et il défendait cette hypothèse-là au moyen. Lui, il était venu avec des sources, quoi. Il était venu avec beaucoup d'études sur des jumeaux. Et des jumeaux séparés à la naissance, est-ce qu'ils avaient une évolution de leur intelligence, si tant est qu'on puisse bien mesurer l'intelligence? Vous connaissez peut-être les polémiques sur le quotient intellectuel, par exemple. Et lui, il disait que oui, on pouvait, etc. Et il est mort dans son lit assez vieux, tranquillement. Et c'est après sa mort seulement qu'on s'est rendu compte que tous les cas qu'il avait présentés étaient faux. Et même les personnes avec qui il travaillait, certains avaient été inventés, quoi. Faux, inventés. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la cohorte de jumeaux dont il parlait. C'est lui qui les a créés de toutes pièces pour accréditer sa thèse, quoi. Donc c'est un des plus gros cas de fraude en psychologie. Et puis là, je vous ai mis un cas, alors c'est pas une fraude, mais là c'est une construction qui malheureusement qui ne tient pas ses promesses. C'est la thèse développée par Anne Ancelin-Schutzenberger, qui est ici. C'est une thèse qui est connue sous le nom de psychogénéalogie. Il n'y a pas que elle qui fait ça. Parfois, on entend le terme de constellation familiale, par exemple. Et l'idée chez les gens qui promeuvent ce genre de méthode, c'est de dire que le malaise dont vous souffrez vient probablement d'un malaise ou d'un événement traumatique qu'a vécu l'un de vos ancêtres. On ne sait pas lequel, mais il faut le chercher. Et donc, vous faites une sorte d'arbre généalogique des grands drames familiaux. Vous essayez de retracer vos pères, vos mères, vos grands-pères, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes. Vous essayez de remonter assez loin. Et normalement, il y aura une connivence de dates qui expliquera que pourquoi vous, à 20 ans, par exemple, vous êtes en train de faire une dépression. Peut-être que c'est dû au fait qu'en 1914, à 20 ans, votre arrière-grand-oncle était à la guerre de 14, il a fait une dépression, parce que c'était horrible, quoi. Et hop, on vous dit que c'est donc la cause de votre mal-être vient de là, et donc il va falloir vous réconcilier avec cet ancêtre pour évincer cet héritage lourd, ce fantôme intergénérationnel qui arriverait sur vous, quoi. Ce sont des méthodes qui non seulement ne guérissent pas les gens, mais en plus les rendent encore plus malades, quoi. Enfin, souvent, ils ne trouvent même pas la cause à leur mal-être, mais ils se retrouvent à devoir gérer une sorte de loyauté invisible ou un fantôme ou une crypte, c'est les termes qui sont utilisés parfois, avec un ancêtre avec lequel qui est décédé déjà, quoi. Et vous voyez, ça amène à parfois des... C'est très très à la mode, ça, c'est très vendu. Le bouquin le plus vendu, c'est celui-ci, je crois. C'est Aïe mes aïeux de Anne Schutzenberger, et c'est en tête de gondole. Vous allez à la Fnac, vous le trouvez. Et c'est étonnant parce que ça ne fonctionne pas, quoi. Et on se rend assez vite compte. Il y a une étude en ligne que vous trouverez de Géraldine Fabre, une collègue à nous, qui a montré comment, en fait, il est très probable, si vous avez un large spectre d'événements traumatiques, vous prenez votre cas, vous cherchez un événement, peu importe lequel, mais traumatique, qui a pu une fausse couche ou une guerre ou un décès violent, etc. Vous pourrez, en remontant les générations, vous êtes quasi assuré de trouver quelqu'un qui, à un âge assez proche du vôtre, a vécu quelque chose, quoi. Et donc, vous aurez toujours, c'est un peu comme à la foire du trône, quoi. Vous aurez toujours, vous gagnez toujours, quoi. À la fin, vous aurez toujours une raison à imputer à un ancêtre.
Et après, si ça se résout pas, c'est là qu'on parle de théories qui sont auto-immunes, si vous voulez. C'est que même si ça se résout pas, on va vous dire que c'est parce que vous avez mal fait le travail de résolution de ce fantôme. C'est pas la méthode qui est mise en cause, c'est pas la théorie qui s'effondre. Non, c'est toujours vous qui faites mal le boulot. Vous voyez, la cause, elle est en vous, et vous faites mal le boulot si ça se résout pas, quoi. Ce qui fait qu'en fait, la théorie devient incontradictible. Ce qui fait que j'anticipe un peu sur la suite, mais qu'il n'y a pas de critère de réfutabilité dans la théorie, quoi. Elle sera toujours vraie quoi qu'il arrive. Et c'est un des propres des pseudo-médecines et des pseudo-psychologies de toujours tourner en rond, quoi. Voici un géniosociogramme, ce qu'elle appelle un géniosociogramme. Vous voyez, ça c'est un arbre généalogique d'événements traumatiques. Et c'est le jour où vous trouvez enfin le lien avec un élément traumatique de quelqu'un au même âge que vous pouvez vous dire que c'est ça la cause de votre mal-être. Alors, le point commun de tout ça, je vous l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est que dans ces pseudo-disciplines, il y a toujours une entité nouvelle qui est non décrite par la science et qui expliquerait pourquoi pourquoi la théorie fonctionne, mais il n'y a pas d'éléments de preuve. Soit c'est des témoignages qui remplacent les preuves, soit c'est des intuitions qui remplacent les preuves. Mais donc, quand je dis entité nouvelle, ça peut être force, onde, énergie, fluide, entité, crypte, monstre, même complot. Complot, c'est souvent ça aussi. Ce qui est très satisfaisant dans les théories du complot, c'est que le bordel généralisé de ce bas monde serait dû à un petit groupe de gens qui, dans l'ombre, ourdissent une pensée subversive sur notre société, quoi. Et c'est très satisfaisant parce qu'on a d'un seul coup une cause simple qu'on peut s'approprier facilement et qui explique simplement le monde. Et c'est souvent notre cerveau aime les solutions simples et unidirectionnelles. Vous avez des disciplines qui sont un peu ambiguës. Je mets la parapsychologie dedans parce qu'il me semble qu'en ce moment, il y a des gens qui commencent à travailler un peu sérieusement dessus. Ça ne veut pas dire pour autant que les phénomènes psy, télépathie, etc., ça fonctionne. N'empêche qu'il y a des gens qui commencent à s'y pencher de manière approfondie. Et je rends hommage, là j'ai mis un exemple de protocole Ganzfeld, qui est une méthode assez particulière pour étudier la télépathie. Mais il y a un groupe d'étudiants du semestre précédent qui ont recréé dans notre bureau une expérimentation sur la sensation d'être observé. Est-ce qu'on sent quand on est observé par quelqu'un? Et on a monté un protocole assez génial qui est en ligne maintenant. Ils ont monté un groupe non pas de 4 comme j'avais demandé, mais de 17. Et ils ont monté un protocole absolument génial et qui fonctionne, qui a super bien fonctionné, enfin qui a super fonctionné. Il a super bien fonctionné et les résultats par contre étaient mauvais, quoi. Mais c'est pas grave. Pour nous, si vous voulez, dans notre démarche scientifique, quand ça marche, on est content, on découvre quelque chose de nouveau. Quand ça marche pas, c'est pas grave. On a développé une méthodologie qui permet de savoir si ça fonctionne ou pas. Alors que pour les promoteurs ou les gens qui défendent la thèse, par contre, c'est la grosse déception quand ça marche pas. Ça, c'est évident, quoi. Et puis à côté, vous avez la cryptozoologie. En fait, c'est un peu le bazar dans la cryptozoologie, c'est l'étude des animaux mystérieux, les kraken, les Bigfoot dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous ai mis un exemple le plus connu, parce que généralement, le problème avec la cryptozoologie, c'est un peu comme avec les ovnis, c'est que vous avez des traces, des artefacts un peu indirects, très lointains, c'est difficile à analyser. Des fois, on trouve des touffes de poils, alors les gens brandissent la touffe de poils, ah, ça y est, on a trouvé une trace du migou, quoi. Et puis vous analysez la touffe de poils, et puis c'était du daim, et ça prend un temps fou, et c'est fatigant. Parfois, il y a des images, des photos, vous pouvez penser à l'image ce qu'on appelle la photo du chirurgien du monstre du Loch Ness, là, qu'on connaît bien. Mais vous avez aussi des films, il y a très rares, mais il y en a. Là, je vous montre juste le film de Patterson et Gimlin. Donc vous avez 2 types qui chassaient et qui avaient une caméra. Ne me demandez pas pourquoi ils avaient une caméra à ce moment-là, mais bon, ils avaient une caméra et ils ont capté à Buff Creek, aux États-Unis, l'image de cet humanoïde. C'était dans la fin des années 60. Donc l'image est super floue, évidemment, c'est une vieille caméra toute pourrie. Mais on voit quand même quelque chose d'étonnant, quoi. Alors vous pouvez vous emparer de ce genre de sujet et essayer de comprendre, et ça a déjà été fait d'ailleurs dans une bonne part. Est-ce qu'on peut évaluer sa taille? Alors la réponse est oui, si vraiment c'est un être vivant, il doit faire aux alentours de 2,50 m, 3 mètres. Est-ce que s'il fait 2,50 m, 3 mètres, est-ce qu'il est possible que sa morphologie soit comme ça? Parce que vous savez que vous avez des contraintes de morphologie. Vous savez que par exemple, si vous... Je baisse le son un petit peu. Si vous faites un... Oui, c'est un montage qui permet de voir... Parce que normalement, ça dure que 17 secondes. Est-ce que la marche qu'il a correspond à la marche qu'un bipède aurait d'une taille et d'un poids comme ce qu'il a l'air d'avoir, quoi? Est-ce que... Il fait pas du moonwalk, hein. Ouais, c'est exprès, hein, c'est pour... voilà. Il y a une équipe qui avait stabilisé l'image là et qui a... Donc on voit bien le mouvement. Oui, je vous dis, il y a des problèmes d'échelle. Si vous prenez une souris par exemple et que vous l'agrandissez taille d'un éléphant, la souris ne pourra pas se mouvoir avec des pattes qui sont exactement de la même
taille, quoi. On se rend bien vite compte que les individus très gros, les êtres vivants gros, ils ont d'énormes poteaux à la place des gens, mais c'est parce que en fait, même si vous multipliez par 2 la taille d'un individu, son poids, lui, évolue à puissance 3, quoi. Ouais, c'est la puissance 3 que le poids évolue. Donc le poids à porter est à puissance 3, quoi. Et donc vous êtes forcément obligé d'avoir une morphologie un peu différente quand les individus sont grands. Donc vous pouvez partir sur cet angle-là, vous pouvez partir sur de l'éthologie pure, c'est-à-dire vous dire, si on voulait qu'il y ait encore un Yéti quelque part, combien aurait-il fallu qu'il y ait de Yéti il y a 50 ans pour qu'il en reste qu'un maintenant? Combien il en aurait fallu il y a 1000 ans? Et alors s'il y a 1000 ans, il a fallu une population de 10 000, pourquoi on n'en a pas vu plus que ça, vous voyez? Puis vous pouvez comme ça essayer de remonter le fil et creuser ces sujets. Après, vous avez des sujets qui sont très chauds, très compliqués, très chauds, et certains, je ne peux même pas vous les proposer. C'est les formes de ce qu'on appelle le négationnisme, des gens qui vont nier des choses, nier des résultats. Alors il y en a que vous pouvez les creuser si vous voulez. Le réchauffement climatique, par exemple, d'origine anthropique, il y a des gens qui nient ça. Vous avez des gens qui nient l'existence du sida, par exemple. Vous avez des gens qui vont nier certains épisodes historiques. Et il y a, j'ai mis le génocide du Rwanda pour vous donner un exemple, ou le massacre de Srebrenica, il y a une vingtaine d'années. Mais l'exemple, par exemple, du génocide des Juifs, ce qu'on appelle parfois la Shoah, sujet qui revient très souvent chez des auteurs comme Forisson, Bardèche, Garaudy, des gens qui doutent soit de l'ampleur du génocide, soit même de son existence, soit de l'existence des chambres à gaz, qui sont certains disent des détails de cette histoire-là. Vous avez déjà entendu ce genre de discours-là. Ça, je ne peux pas vous les proposer au travail parce que la loi interdit la contestation des crimes de guerre selon le tribunal tel que rendu par le tribunal de Nuremberg, ce qu'on appelle parfois la loi Guesso. Depuis 1990, il y a une sorte de version officielle, ce que je trouve assez triste, moi, parce que ça veut dire qu'on ne peut plus investiguer ça. Et je serais plutôt ravi qu'on puisse investiguer ça. Et à mon avis, ça montrerait que les thèses négationnistes ne tiennent pas la route, quoi. Sauf qu'en mettant en fait une sorte de chape de plomb sur ce sujet-là, à l'origine, on a mis cette chape de plomb pour éviter que n'importe qui puisse raconter n'importe quoi. En fait, on bride la liberté d'expression, et la liberté d'expression, quand elle est bridée, ne permet pas le libre examen. Et le libre examen, lui, il aurait pu montrer que ces théories sont foireuses, si vous voulez. En fait, depuis qu'il y a eu cette loi qui interdit la discussion, la contestation de ces événements-là, eh ben, en fait, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à ces théories négationnistes, si vous voulez. C'est une sorte de piège, quoi. On en reparlera quand on fera le cours sur la pseudo-histoire de ce cas-là. Mais je ne peux pas, en tout cas, vous faire travailler sur un sujet comme celui-là, car il est hors loi. Vous n'aurez pas le droit. Je n'ai pas le droit de vous donner un sujet comme ça. Voilà. Tous ces sujets-là participent de ce que parfois certains sociologues, comme je pense à Gérald Bronner, parlent d'un marché cognitif. Il y a un marché cognitif de l'adhésion à des théories. Et ce marché cognitif est souvent unidirectionnel. Les discours critiques, vous n'entendrez pas beaucoup dans les médias. Pourquoi? Parce que le discours critique sur des thèses étranges n'est pas très sexy, c'est pas très vendeur, si vous voulez. Alors que par contre, des gens qui proposent quelque chose de mystérieux, d'extraordinaire et qui prétendent que ça existe, ça c'est très vendeur. Pour vous donner un exemple, je me rappelle d'un épisode, maintenant on est un peu fâché avec les médias, presque avec tous, donc on ne répond quasiment plus aux médias, mais fut d'un temps on essayait quand même un petit peu, et je me rappelle d'une boîte qui m'avait téléphoné, une boîte qui s'appelle Endemol, vous connaissez peut-être, c'est Arthur, le présentateur Arthur, et la boîte m'appelle, me dit on fait un document sur le cas Carla Moran, c'est un cas que vous connaissez peut-être pas, mais dans les années 1981, il y a une dame qui disait qui avait vécu une sorte de viol par des entités extraterrestres. Voilà. Voilà, bon, c'est pas très joyeux. Il me dit, est-ce que vous avez une version scientifique de la chose? Alors moi, je bossais avec Lévy ici au laboratoire du sommeil, donc j'avais accès assez facilement à de la documentation là-dessus, et j'ai pu lui dire, bah oui, en fait, je n'étais pas là, donc je peux pas dire si elle a été violée par des extraterrestres ou pas, j'étais pas là, c'était en 1980, j'étais tout petit, et j'étais pas sur place. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on peut expliquer le phénomène autrement que par le viol des extraterrestres, et notamment, il y a une paralysie du sommeil qui s'appelle en anglais le Old Hag Syndrome, si vous cherchez, que environ une personne sur 5 ou 6 vit au moins une fois dans sa vie. Donc peut-être ça vous est déjà arrivé, hein. C'est des moments où on se réveille la nuit et on est en atonie complète, c'est-à-dire on n'arrive pas à serrer ses mains, on n'arrive même plus à bouger, on est un peu paralysé, quoi. On est éveillé mais paralysé. Et puis parfois on sent un poids oppressant soit sur soi, soit derrière nous. C'est déjà arrivé à certains d'entre vous? Jamais? Ouais, quelques-uns. Donc moi je dis c'est intéressant quand même de présenter ce discours scientifique sur le sujet, pour que les gens puissent faire un choix entre le viol des parrains extraterrestres, qui est quand même pas la version la plus sympa à vivre, et une paralysie du sommeil toute simple, quoi. Et le gars d'Endemol me dit, ah ouais, mais non, vous savez, si je mets ça dans le documentaire, sa phrase, elle m'est restée en mémoire, il m'a dit, ce serait tuer la poule aux œufs d'or.
Et il m'expliquait qu'en gros, si on offrait un discours critique qui explique complètement le phénomène, hop, il n'y a plus vraiment d'intérêt à faire le documentaire qu'il est en train de faire, quoi. Et l'idée de ces documentaires, les 30 histoires les plus mystérieuses, normal, paranormal, etc., les séries sur M6 sur le paranormal, l'idée c'est qu'à la fin, la conclusion ce soit toujours la vérité est ailleurs, vous voyez, un truc qui relance le bidule, quoi, vous voyez, pas l'éteindre, quoi. Donc même quand on sait comment expliquer un phénomène, la version ésotérique ou la version fantasmée, si vous voulez, elle est plus vendeuse qu'un discours critique. Ce qui fait que notre présence dans les médias, soit on est toujours présenté comme d'austères rationalistes qui refusons de voir, nanana, soit on nous coupe, soit on nous monte, soit carrément on prend pas notre... Alors le type m'a dit, bah non, bah écoutez, je vous rappellerai, mais je pense qu'on va pas pouvoir prendre votre intervention, quoi. Et donc l'émission passe sans discours critique, si vous voulez. Et donc les personnes qui vivent une atonie comme celle-là, là, ceux qui ont levé la main, là, eh ben, ils n'ont plus que l'option du viol par les extraterrestres. Alors rassurez-vous, il y a une autre alternative à ça. Mais c'est pour vous dire que le marché cognitif est saturé de ça. Et puis, même le marché cognitif dans les discussions avec les personnes, parce que vous aurez toujours un festival de témoignages de gens qui cautionnent quelque chose qu'ils ont vu eux-mêmes ou qu'ils ont entendu dire. Parce que c'est extraordinaire de raconter, c'est sympa de raconter. Par contre, des gens qui vont aller vérifier, il n'y en a pas beaucoup, qui vont se donner la peine d'aller vérifier les faits. Donc, doutez de l'information médiatique qui est donnée. Alors, c'est pour ça que j'ai mis Pujadas ici. J'ai mis, quand les discours sont tous unanimes sur un sujet, j'avais mis l'exemple de « Nous sommes tous Charlie » ici, par exemple. Le poids des images, parfois, qui prend carrément le pas sur la raison. Vous connaissez cette image, évidemment. Je n'ai pas besoin de vous la sourcer, voilà. Et puis même, parfois, des revues qui sont dites de vulgarisation scientifique jouent sur ce registre-là. Ils savent que pour se vendre, il faut d'abord plaire. Et pour plaire, il faut vendre de l'incroyable. Ça vend beaucoup plus qu'un discours critique sur les... Donc vous avez parfois des titres qui sont absolument insensés, quoi. La science aux portes de l'impossible. Enfin, Science et vie, science à venir, c'est encore pire d'ailleurs. J'ai passé une partie de ma thèse à faire la critique de ces revues qui font dans le Paris Match, en fait, en quelque sorte. Ça devient un peu le Paris Match de la science, quoi. Il s'agit de mettre en scène des trucs un peu bizarres pour que ça donne envie aux gens d'acheter la revue. Et tant pis si après, en le lisant, c'est pas aussi bizarre que ça, mais au moins, ils ont acheté la revue, quoi. Vous voyez, un peu sournois, quoi. Le rôle des médias est un peu sournois. Sans parler des médias qui sont un peu alternatifs, mais qui, eux, vendent carrément une soupe, quoi. La révélation des pyramides a fait l'objet d'une critique approfondie par une chaîne YouTube qui s'appelle La Tronche en Biais, pour ceux qui connaissent. Alors les premiers conseils d'autodéfense, ils sont assez simples à comprendre, hein. Nous avons des avis sur tout, mais des expertises, on n'en a pas sur beaucoup de choses. Une expertise, ça prend du temps, c'est chiant, c'est long, ça coûte. Alors c'est pour ça que je vous encourage, si vous choisissez un sujet, de prendre un petit sujet. Prenez un petit sujet et traitez-le bien. Et vous verrez que c'est déjà assez long à faire, quoi. Prenez pas un truc énorme. Si vous prenez un truc énorme, bah, il faut faire une thèse, quoi. Il faut 3 ans, quoi, ou 5 ans. Il y avait un auteur du monde diplomatique qui disait toujours « s'informer fatigue ». Mais sur la plupart des événements de ce monde, nous avons tous un avis vague, si vous voulez. On a tous un avis sur Vladimir Poutine, mais très peu d'entre nous ont lu un livre sur la politique de Vladimir Poutine. Tout le monde a un avis sur Donald Trump, mais qui a déjà regardé de manière approfondie ce que raconte Donald Trump? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il dit vraiment ce qu'on lui prête? J'ai pas d'affection particulière pour Donald Trump, ni pour Poutine, hein. La question n'est pas là. C'est qu'on se laisse bercer par des discours médiatiques qui sont souvent unilatéraux et tous d'accord. Si vous voulez. Poutine, on sait que c'est pas bien, quoi. On sent que c'est pas bien. Ouais. Et pourtant, on n'a jamais creusé plus que ça, quoi. On a un avis sur la Syrie, mais c'est pas très clair. Sur l'Ukraine, vous voyez, il faut qu'on soit capable, en tant que penseur critique, penseuse critique, de se dire, eh ben, je n'ai pas assez d'informations pour me prononcer sur ces sujets, et donc je suspends mon jugement. Et ça, c'est très dur à faire. C'est d'autant plus dur à faire qu'on est dans un bar en train de boire un coup avec un copain, quoi. Et plus la bière travaille l'esprit, et plus on a tendance à avoir un avis sur tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc le marché cognitif, il est partial, il est biaisé, il faut savoir. Et il faut savoir aussi que vos outils, les outils de travail, que ce soit les livres, les systèmes de publication, même scientifiques, et puis surtout l'informatique, le web, Internet, c'est biaisé aussi. Ne serait-ce que si vous ne vous déconnectez pas de votre compte Gmail quand vous faites une recherche sur le web, les informations que vous aurez, qui vous seront présentées, qui prétendent être le scan de l'information du monde, elles seront indexées à ce qu'eux pensent que vous avez envie de lire. On va vous servir ce qui va vous faire plaisir, en fait. Donc vous faites une recherche sur Google, et si vous avez donné votre autorisation pour qu'il vous présente ce qu'il pense que vous aimez, vous aurez ce que vous aimez. Mais vous n'aurez pas de discours contradictoire. Donc quand vous me dites, comme je le lis parfois dans certains dossiers, quand des étudiants me disent « Oui, mais comment vous avez cherché ?» On a cherché sur le net. Pour moi, c'est une phrase qui ne veut rien dire, quoi. Parce que si vous cherchez sur le net n'importe comment, c'est pire que pas chercher, si vous voulez.
Il faut chercher avec méthode. Donc, j'essaierai de vous filer des outils là-dessus. Et puis il y en a quelques conseils qui sont donnés. Il vous faut une boussole dans ce web là, qui est monstrueux. Hein. Il faut une boussole, sinon vous n'arriverez jamais à corréler les informations, à les recouper et à éventuellement les infirmer. Ça, je l'ai déjà dit, c'est pas prescriptif ce que je vous raconterai dans ce cours. Moi, je m'en fous que vous fassiez des élixirs floraux, que vous fassiez de la kinésiologie, c'est votre affaire et je juge pas ça et je serai personne pour juger puisque j'ai déjà pratiqué ce genre de trucs moi aussi et certaines j'ai arrêté. Il y en a même certaines peut-être je continue, hein, qui sait. Je critiquerai pas vos choix, je critiquerai pas non plus votre adhésion éventuelle à l'existence d'entités surnaturelles. Ça me regarde pas si vous voulez. Par contre, faites-le au maximum de la connaissance de cause. Faites-le de manière informée, quoi. C'est ça que je vous encourage à faire. Donc, doutons de tout, méthodiquement, même du cours de zététique, hein, à plus forte raison du cours de zététique. Et tous les autres cours que vous recevez. Tous les autres cours que vous recevez à l'université, il faut en douter.